Si vous avez grandi en France, il y avait sans doute une Simca dans votre vie. La première voiture de la famille. Celle de l'auto-école sur laquelle vous avez calé au démarrage. La familiale chargée à ras-bord pour descendre sur la nationale au mois d'août, ce moteur au bruit de machine à coudre qu'on reconnaissait entre mille. À son sommet, Simca était le deuxième constructeur automobile de France, avec une usine à Poissy qui employait près de 27 000 personnes et sortait plus de 569 000 voitures par an. La marque avait traversé la guerre, traversé le rachat par Détroit, traversé une valse de noms, Simca, Chrysler Simca, Talbot, et puis, après plus de 50 ans sur les routes du pays, elle a purement et simplement disparu des capots. Comment un nom qui roulait dans toutes les familles de France a-t-il pu, tout simplement, s'effacer ? Chapitre 1. L'hirondelle qui ne s'appartenait pas. À Poissy, ce matin encore, des voitures sortent des chaînes. Une DS3 ici, un Opel Mokka là, assemblés sous la bannière d'un groupe né d'une fusion, dirigé depuis des bureaux que la plupart des ouvriers de la vallée de la Seine ne verront jamais. L'usine vit, les grilles ne sont pas rouillées, le parking n'est pas envahi par les herbes folles. Sur les bords de la Seine, la grande halle tourne encore, plus lentement qu'autrefois, mais elle tourne. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire différente de toutes les autres. Ailleurs, quand une usine meurt, il reste un site abandonné, des fenêtres brisées, un silence. Ici, non. Ici, ce n'est pas le site qu'on a effacé. C'est le nom. Le nom, c'était Simca. Et pendant près de 30 ans, ce nom a désigné le deuxième constructeur automobile de France. Derrière Renault, mais devant Citroën, devant Peugeot, devant Panhard. Une hirondelle sur le capot. Des millions de voitures sur les routes du pays. La Simca de la première leçon de conduite, la Simca des vacances sur la nationale au mois d'août, la Simca garée le soir devant le pavillon de banlieue. Pour toute une génération de familles françaises, ce nom-là voulait dire quelque chose de précis, de familier, de presque intime. On raconte souvent cette histoire comme une fable. Un empire français, fier et prospère, effacé par une seule erreur. Un fondateur qui aurait vendu son âme aux Américains, des Américains qui n'auraient rien compris à la France, puis un Peugeot cynique qui aurait achevé la marque de sang-froid. C'est une belle histoire. Elle a l'avantage d'avoir des coupables clairs, une victime innocente et une morale simple. On peut la raconter en une phrase et elle laisse un goût de colère bien net dans la bouche. Elle est fausse. La vérité est plus riche et elle est plus triste, parce qu'elle n'a pas de méchant unique à désigner. Simca n'a jamais vraiment été une entreprise française. Elle est née italienne, le 2 novembre 1934, créée par Fiat pour contourner les douanes. Son capital était étranger dès le premier jour. Et pendant toute son existence, cette marque que les Français ont crue nationale a toujours appartenu à quelqu'un d'autre. À Fiat d'abord, puis à Ford, puis à Chrysler, puis à Peugeot. Transmise de main en main, d'un bilan à l'autre, comme on cède un actif entre gens qui ne mettront jamais les pieds dans l'atelier. Il n'y a pas eu une erreur fatale. Il y a eu une lente perte de souveraineté. Une chaîne de dépendance où chaque maillon paraissait raisonnable et dont l'ensemble a fini par étrangler la marque. L'homme qui a hissé cette hirondelle plus haut que personne ne l'aurait cru possible n'en a jamais détenu le contrôle. Il en tenait les clés, il n'en tenait pas le titre de propriété. Il en était le gérant, le plus génial des gérants, mais un gérant tout de même. Il s'appelait Enrico Teodoro Pigozzi. Et pour comprendre comment on efface le deuxième constructeur automobile d'un pays sans même toucher à son usine, il faut d'abord comprendre comment un ferrailleur de Turin, parti de rien, a pu le bâtir. Chapitre 2. Le ferrailleur de Turin. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles, par un homme qui n'avait rien. Enrico Teodoro Pigozzi, né à Turin le 26 juin 1898, dans une Italie du Nord en pleine industrialisation, où la ville de Fiat aspire déjà à devenir le Détroit de la péninsule. Mais la famille Pigozzi n'appartient pas à cette bourgeoisie industrielle qui monte. Elle est modeste. Et lorsque le père meurt, alors que le garçon n'a que 14 ans, tout s'effondre d'un coup. Du jour au lendemain, l'adolescent devient chef de famille. Il y a sa mère à faire vivre, une sœur à charge,
et une petite entreprise de transport a empêché de sombrer. Les études s'arrêtent là. Pigozzi apprendra ce qu'il a besoin d'apprendre dans la rue, sur les marchés, dans le commerce. Et pour un homme de sa trempe, cette école-là vaudra tous les diplômes. La Première Guerre mondiale passe sur l'Europe. Elle laisse derrière elle, dans le Piémont, des champs entiers de matériel militaire abandonnés par les armées alliées. Des motos, des camions, des pièces, du métal par tonnes que plus personne ne réclame. Là où d'autres ne voient que des carcasses, le jeune Pigozzi voit un marché. Il rachète ses surplus pour presque rien, les remet en état ou les débite et les revend. Il développe un œil rare, celui qui sait reconnaître la valeur là où elle se cache, sous la rouille, sous l'apparence du déchet. C'est ce coup d'œil, cette intelligence du rebut, qui va bientôt lui ouvrir la plus grande porte de sa vie. Car vers 1922, Pigozzi monte un négoce d'un genre nouveau. Il collecte de la ferraille automobile un peu partout et la renvoie vers Turin, vers les fonderies de Fiat, pour être fondue et recyclée. Le commerce est régulier, il est lucratif, et surtout il met ce débrouillard sans titre en relation directe avec la plus grande entreprise industrielle d'Italie et avec l'homme qui la dirige, Giovanni Agnelli. Le fondateur de Fiat remarque ce fournisseur de ferraille pas comme les autres. Il voit en lui ce qu'aucun diplôme ne certifie. Un flair, une énergie, une capacité de conviction, un talent pour ouvrir des portes qui restaient closes aux autres. Entre le grand industriel et le petit ferrailleur, naît une relation qui va décider de tout. En 1924, Pigozzi devient agent général de Fiat en France. C'est un tournant considérable. L'Italie de ces années-là cherche des débouchés, et la France, tout à côté, est un immense marché en pleine motorisation. 2 ans plus tard, en 1926, il structure son activité en fondant la SAFAF, la Société anonyme française des automobiles Fiat. Le nom dit déjà tout le programme. Vendre des Fiat en France, sous une raison sociale française, avec un homme sur place qui parle la langue et connaît le terrain. Mais Pigozzi ne se contente jamais de vendre ce que d'autres fabriquent. Dès 1928, il passe à l'assemblage. Il installe une chaîne à Suresnes, dans la banlieue ouest de Paris. Les Fiat y arrivent en pièces détachées, expédiées depuis Turin, et en repartent voitures finies, prêtes à rouler sur les routes françaises. C'est déjà, en modèle réduit, tout ce qu'il fera plus tard à l'échelle d'un géant. Prendre une mécanique italienne et lui donner un visage, une adresse et une existence française. Entre 1928 et 1934, ce sont environ 30 000 Fiat qui trouvent preneur en France sous sa direction. Le petit ferrailleur est devenu un patron. L'homme, à ce stade, mérite qu'on le regarde en face, parce qu'il explique presque tout ce qui suit. Pigozzi est un séducteur, un bonimenteur de génie, un publicitaire dans l'âme, que ses contemporains rapprocheront volontiers d'André Citroën, même goût du coup d'éclat, même sens de la mise en scène, même conviction profonde qu'une automobile se vend d'abord avec des mots, avec une image, avec une promesse, avant de se vendre avec de l'acier. On l'appellera bientôt Monsieur Simca, et le surnom lui collera à la peau, tant il incarnera sa marque avec une aisance que peu de patrons ont jamais eue. Et puis il y a ce geste, minuscule et immense, qui contient en germe toute l'ironie de cette histoire. Enrico Teodoro Pigozzi, turinois, immigré italien dans une France où l'on se méfie alors des Italiens, francise son prénom. Enrico devient Henri. Teodoro devient Théodore. Il se fait appeler Henri Théodore Pigozzi, pour paraître plus français, plus rassurant, plus d'ici. L'homme qui va bâtir ce que les Français prendront pour un joyau national commence sa carrière française en cachant qu'il est étranger. Le héros de cette épopée industrielle française est un immigré qui a dû effacer d'où il venait pour être accepté. Et il va bâtir une marque qui, elle aussi, cachera toujours ses véritables origines. Chapitre 3. Une usine née d'une combine douanière. En 1929, le monde bascule. Le krach de Wall Street déclenche la Grande Dépression et partout les États se replient derrière leurs frontières. Le protectionnisme monte comme une marée. Les droits de douane s'alourdissent, mois après mois.
Et pour un homme dont tout le commerce consiste à faire entrer des voitures italiennes en France, le calcul se retourne brutalement. Importer devient trop cher, puis trop risqué, puis bientôt impossible. Le modèle sur lequel Pigozzi a bâti sa fortune est en train de se refermer sous ses pieds. Il tire de cette crise la conclusion qui va tout déterminer, et il la tire avec la rapidité d'un homme qui a toujours su lire le marché. Puisqu'on ne peut plus faire franchir la frontière aux voitures italiennes, il faut cesser de la leur faire franchir. Il faut les fabriquer en France, sur le sol français, derrière la barrière douanière plutôt que devant elle. Il faut passer de l'importateur au constructeur. Il porte l'idée à Turin, il argumente, il convainc. Fiat suit. Reste à trouver l'outil, et là encore le flair de Pigozzi fait merveille. À Nanterre, dans la banlieue parisienne, une usine automobile vient de tomber en faillite, celle de Donnez-Edel. L'installation est moderne, récente, vaste, largement plus grande que ce qu'on y produisait. Pour un constructeur qui démarre, c'est une aubaine. Un site déjà équipé, déjà dimensionné pour la grande série, disponible au prix d'une liquidation. Pigozzi le saisit. Et le 2 novembre 1934, dans ses murs récupérés d'un vaincu de la crise, il fonde la Société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile. Les initiales composent un mot promis à un long avenir. Simca. Mais il faut être précis sur ce qu'est réellement cette entreprise au jour de sa naissance. Car cette précision-là commande tout le reste. Le capital est italien. La décision vient de Turin. L'objectif affiché par Fiat n'a rien à voir avec un quelconque patriotisme automobile français. Il s'agit de contourner les droits de douane dissuasifs qui séparent l'Italie de Mussolini de la République française. Simca est une filiale déguisée, une astuce commerciale habillée en constructeur national. C'est le péché originel de toute cette histoire, et il est là, inscrit noir sur blanc dans l'acte de naissance. La marque qui deviendra un symbole de l'industrie française est, au premier jour, un montage conçu pour tromper la douane. Les premières voitures ne cherchent d'ailleurs même pas à cacher leur ascendance. Elles s'appellent Simca Fiat, et le suffixe Fiat ne disparaîtra du nom qu'en 1938, 4 ans plus tard. La Simca 5 n'est autre qu'une Fiat 500, la célèbre Topolino, assemblée à Nanterre pour le marché français. La Simca 8 dérive de la Fiat 508C Balilla et elle connaîtra une longue carrière de 1937 jusqu'à 1951. Ce sont de bonnes voitures, populaires, bien conçues, adaptées aux bourses modestes. La 6CV séduit particulièrement grâce à ses freins hydrauliques, un raffinement encore rare à l'époque que la clientèle avertie sait apprécier. Les Français achètent des Simca. Ils ne savent pas toujours qu'ils achètent des Fiat. Et c'est en 1938 qu'apparaît enfin le signe qui va tout résumer, l'image qui deviendra l'âme de la marque, l'hirondelle. Le petit oiseau se pose sur les calandres, léger, vif, messager du printemps qui revient. Il s'imposera comme l'emblème de Simca, sa signature graphique, le symbole qu'on retrouvera sur des millions de capots. Un oiseau de liberté, de mouvement, d'envol. Sur des voitures qui, elles, n'ont jamais été libres un seul jour. L'hirondelle promet le ciel ouvert. Mais la cage avait été construite dès le premier matin, et la clé n'a jamais été à Nanterre. Elle était à Turin. Chapitre 4. L'hirondelle prend son envol. La guerre passe sur la France, et par une chance qui ne fut pas accordée à toutes les usines du pays, celle de Simca échappe au bombardement. Quand la paix revient et que le pays entreprend de se relever, les chaînes de Nanterre peuvent redémarrer presque aussitôt, avec les modèles d'avant-guerre à peine retouchés. C'est un avantage décisif dans une France où tout manque, où le moindre atelier debout vaut de l'or. Pigozzi, resté prudent et discret durant l'occupation, reprend fermement les commandes de sa maison. Et il joue alors son premier grand coup politique. Car l'État, dans cette France de la reconstruction, a ses propres idées sur l'automobile de demain. Il veut une voiture populaire, accessible, capable d'équiper le pays. Et il soutient à cette fin
un projet porté par l'ingénieur Jean-Albert Grégoire, une berline d'avant-garde qui pourrait devenir la voiture du peuple français. Pigozzi n'en veut pas, non par mépris de l'idée, mais parce qu'un modèle imposé d'en haut viendrait contrarier ses propres plans, et parce qu'il entend rester maître de sa gamme. Alors il manœuvre. Il pèse, il négocie, il écarte le projet Grégoire. Pour un patron dont l'entreprise repose sur des capitaux étrangers, tenir tête ainsi à la volonté de l'État français relève de l'exploit. Il le réussit pourtant, et il garde les mains parfaitement libres pour ce qu'il est en train de préparer dans le plus grand secret. Ce qu'il prépare, c'est la ronde. Et la ronde va tout changer. Elle est présentée le 21 mars 1951. La date n'a rien d'un hasard chez un homme qui pense chaque symbole. C'est le premier jour du printemps, la saison de l'hirondelle. Et la ronde est la première Simca 100% Simca. Pour la première fois depuis la fondation, pas un seul emboutissage n'est partagé avec Fiat. Pas une pièce de carrosserie n'est héritée de Turin. C'est une voiture pensée à Nanterre, dessinée pour la France, française jusque dans sa tôle. C'est aussi la première monocoque de la marque, une carrosserie autoporteuse, sans châssis séparé, plus légère et plus rigide, à la pointe de ce qui se fait alors. Sa ligne ponton, d'inspiration américaine, fluide et moderne, est l'œuvre du styliste René Dumas. Et son nom même est un trait d'esprit. Aronde est le mot du vieux français pour désigner l'hirondelle. L'oiseau du logo devient le nom de la voiture. Le symbole et l'objet ne font plus qu'un. Le succès est immédiat, et il est colossal. Au salon, la ronde s'affiche à 675 000 francs, un tarif qui la place à portée des classes moyennes qui rêvent d'automobile. Dès le mois d'octobre 1951, les chaînes de Nanterre en sortent 200 par jour. Et Pigozzi, fidèle à son génie de la réclame, orchestre autour d'elle des exploits qui frappent l'imagination. Il lance une Aronde sur un record d'endurance retentissant, 100 000 km bouclés à 100 km à l'heure de moyenne, jour et nuit, la preuve roulante et spectaculaire que cette voiture est increvable. La presse s'enflamme, le public suit. La ronde devient un objet de désir autant qu'un moyen de transport. Selon la monographie de référence de Christian Cazes, 3 générations successives de la ronde se relayeront jusqu'en 1963 pour un total de plus d'1 400 000 exemplaires. Mais le chiffre qui fait entrer Simca dans l'histoire du pays tombe en 1956. Cette année-là, la ronde est purement et simplement la voiture la plus vendue en France. Grâce à elle, Simca devient le 2e constructeur automobile français, devant Citroën, devant Peugeot, devant Panhard. Il faut mesurer le chemin parcouru. Un ferrailleur de Turin, arrivé sans rien, ayant dû franciser jusqu'à son prénom pour être accepté, tient désormais la 2e place de l'un des grands pays automobiles du monde. L'hirondelle vole haut, elle vole vite. Et Pigozzi, au sommet de son art, s'apprête à jouer le coup le plus ambitieux de toute sa carrière. Chapitre 5. Le géant de Poissy. À quelques kilomètres de Nanterre, sur les berges de la Seine, se dresse une autre usine automobile. Immense, moderne, bâtie à la fin des années 30, elle porte un nom venu d'Amérique, Ford. C'est Ford SAF, la filiale française du géant de Détroit, qui l'a mise en service dès 1938 et y fabrique la vedette, une grosse berline animée par un moteur V8 à l'américaine. Poissy est une belle usine, une usine puissante. Mais au début des années 50, elle est aussi une usine qui va mal. La vedette se vend mal, les conflits sociaux se succèdent. Et à Détroit, la maison mère finit par trancher. Ford ne croit plus à son aventure française et cherche à s'en défaire. Elle veut vendre Poissy. Pour Pigozzi, qui guette depuis longtemps le moyen de changer de dimension, c'est l'occasion d'une vie. Il la saisit sans hésiter. En 1954, Simca rachète Ford SAF et son usine de Poissy. D'un seul geste, l'entreprise change d'échelle. Elle n'est plus seulement le constructeur agile de Nanterre, elle devient propriétaire de l'un des plus vastes sites automobiles de France. Avec les murs, Pigozzi hérite d'une gamme toute faite. Il conserve la production de la vedette, qu'il décline en versions au nom de châteaux et de fastes royaux, Trianon, Versailles, Régence, Marly, mue par un V8 baptisé Aquilon de 2351 cm3.
Puis il complète l'offre par le bas avec une voiture plus économique et plus raisonnable, l'Ariane, lancée en 1957, pour la clientèle qui trouve la vedette trop gourmande. Il faut prendre la mesure de ce rachat. En quelques années à peine, ce Turinois a construit une voiture entièrement française, en a fait le deuxième constructeur du pays, puis a absorbé la filiale française de la première entreprise automobile du monde. C'est un parcours vertigineux. En se retirant, l'Américain conserve toutefois une participation minoritaire. 15,2% du capital de Simca reste entre les mains de Ford. Une part résiduelle, presque un solde de sortie, le genre de détail qu'on inscrit au contrat et qu'on oublie aussitôt. Personne à Poissy ne s'en inquiète. Personne ne devine que ces 15,2% sont la porte par laquelle Détroit reviendra un jour. Car Ford ne gardera pas ses parts. Dès 1958, l'Américain les revendra. Et l'acheteur portera un nom que personne, dans la vallée de la Seine, ne connaît encore. Un nom qui viendra un jour prendre toute la maison. Ce nom, c'est Chrysler. La serrure par laquelle le nouveau propriétaire entrera un jour vient d'être posée. Et c'est Pigozzi lui-même qui, sans le savoir, en a tourné la première clé. Mais restons en 1954, car c'est encore, pour quelques années, l'heure de la conquête. Avec Poissy vient tout un monde. Les Américains y avaient installé, dès 1941, une école d'apprentissage, l'école Edsel Ford, qui formait des ouvriers d'une réputation d'excellence, ces Alsaciens de Poissy, dont on vantera longtemps le savoir-faire dans toute la profession. En 1956, elle devient l'école professionnelle Simca. Le paternalisme industriel, cette manière d'encadrer la vie de l'ouvrier au-delà de la seule chaîne, entre dans la maison en même temps que les presses et les convoyeurs. Et Pigozzi ne s'arrête pas là. Il veut un empire complet, il l'étend dans toutes les directions à la fois. Il rachète Unique, un constructeur de camions, pour tenir sa place sur le marché du poids lourd. Il crée la Somec pour s'implanter dans le matériel agricole. Et en 1958, il fait l'acquisition d'un nom prestigieux et un peu déchu, Talbot Lago, la firme d'Antoine Lago, installée à Suresnes, ancienne gloire des voitures de course et des grandes berlines de luxe. Ce rachat-là aura, des décennies plus tard, une conséquence que nul ne soupçonne en 1958. En absorbant Talbot Lago, Simca acquiert aussi les droits sur le nom Talbot, un nom qui s'endort dans un tiroir, un nom qu'on range et qu'on oublie. Ces droits passeront à Chrysler quand Chrysler prendra Simca, puis à Peugeot quand Peugeot prendra Chrysler. Et c'est ce nom endormi que Peugeot ressortira, tout à la fin, pour l'inscrire sur les grilles d'une usine en guerre. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour l'heure, en cette fin des années 50, Simca est une entreprise triomphante. Elle a son fondateur charismatique, sa voiture reine, sa grande usine sur la Seine, sa division de camions, son école d'apprentissage, son nom de prestige en réserve. Elle est le deuxième constructeur de France, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. L'hirondelle plane au-dessus de tout cela, légère, victorieuse, apparemment intouchable. Et pourtant, deux ombres attendent déjà leur heure dans la lumière du triomphe. La première, 15,2% de cette maison viennent de glisser, sans un bruit, vers un géant de Détroit qui n'a pas encore montré son visage. La seconde, l'homme qui a tout bâti, ce Turinois génial devenu Monsieur Simca, n'a jamais possédé la maison qu'il dirige. Il en tient les clés, il n'en tient pas le titre. Et bientôt, très bientôt, quelqu'un va le lui rappeler. Chapitre 6. Les voitures du peuple. En 1961, Pigozzi prend une décision de bâtisseur. Il concentre toute sa production à Poissy. Nanterre, le berceau, l'usine des premières Simca Fiat et de la Ronde, est vendue à Citroën. L'hirondelle abandonne son nid d'origine pour s'installer tout entière dans la grande halle des bords de Seine. Désormais, tout se fera là. Et là, tout est démesuré. Il faut imaginer ce qu'était Poissy à cette époque pour un jeune ouvrier qui s'y présentait pour sa première embauche. Bien avant d'atteindre les grilles, il voyait la masse du bâtiment se détacher au bord du fleuve, un vaisseau de béton et de tôle plus vaste que le centre de bien des villes où ces ouvriers étaient nés. Passé le portail et la pointeuse,
il entrait dans un monde qui n'obéissait plus aux règles du dehors. L'usine intégrait tout sous un même toit. L'emboutissage, où d'énormes presses écrasaient la tôle plane en ailes et en portières, dans un fracas qui montait du sol et se transmettait aux dents. La peinture, avec son odeur âcre et ses vapeurs. Le montage, enfin, où la voiture prenait forme, station après station, portée par la chaîne. On entrait à un bout avec des bobines d'acier. On ressortait à l'autre avec des automobiles qui démarraient au quart de tour. Et la voiture qui, au début des années 60, descend de cette chaîne pour conquérir la France, c'est la Simca 1000. Son origine dit tout du personnage de Pigozzi et de sa manière de faire flèche de tout bois. Le projet vient de Fiat, un petit modèle à moteur arrière étudié à Turin sous le nom de code de Projet 122, que la crise de Suez avait laissé en jachère. Pigozzi le récupère, le fait développer à Poissy et le confie au crayon d'un styliste italien, Mario Revelli de Beaumont, qui lui donne une ligne carrée, nette, dépourvue de toute affaîtrie. Présentée au Salon de Paris le 4 octobre 1961, la Simca 1000 est une petite berline à 4 portes, animée par un modeste moteur de 944 cm3, développant 35 chevaux, puis 39. Elle n'a rien d'une voiture de rêve. Elle est mieux que cela. Elle est la voiture qu'une famille modeste peut enfin s'offrir. Et la France se l'offre. La Simca 1000 devient la voiture des premières fois. La première voiture du ménage ouvrier qui accède enfin à la motorisation. La voiture de l'auto-école, sur laquelle des centaines de milliers de Français passeront leur permis, calant au démarrage, apprenant à manier l'embrayage. La voiture d'une clientèle féminine que les constructeurs commencent tout juste à courtiser. Pigozzi, toujours stratège, en fait même des taxis parisiens. La compagnie G7 qu'il possède roule en Simca dans les rues de la capitale. Pour ceux qui veulent davantage de sensations, il décline la petite berline en version sportive, les rallyes 1, 2 et 3, qui feront rêver les jeunes gens et courir sur les circuits. De 1961 à 1978, ce sont plus d'1 600 000 Simca 1000 qui sortiront de Poissy, et près d'1 900 000 si l'on compte la production à l'étranger. Voilà ce qu'était devenu le petit montage douanier de 1934. Une machine à motoriser un pays. L'ouvrier qui vissait les portières de la 1000 savait que sa propre voiture, garée sur le parking, était peut-être sortie de ses mains. Il y avait, dans ce savoir-là, une fierté simple et solide. La France roulait sur ce qu'elle fabriquait, et elle le fabriquait à Poissy. Chapitre 7. Une ville dans la ville. Mais une usine de cette taille, ce n'est pas seulement des presses et des chaînes, c'est une population. C'est un peuple qui, chaque matin, converge vers un même point. À son apogée, au milieu des années 70, Poissy emploie près de 27 000 personnes. 27 000. C'est davantage que les habitants de bien des sous-préfectures. C'est l'un des plus grands centres de production automobile de toute l'Europe. Une ville dans la ville, avec ses rythmes, ses hiérarchies, sa langue à elle. Et cette ville, comme toute l'industrie automobile de la région parisienne, a été bâtie en grande partie par des mains venues d'ailleurs. Les recruteurs de Simca font ce que font ceux de Citroën et des autres. Ils parcourent les campagnes, et notamment les campagnes marocaines, avec l'appui des autorités locales pour ramener des bras. On repère les hommes solides, on organise leur venue, on les installe. Sur les chaînes de Poissy travaillent côte à côte des Marocains en grand nombre, mais aussi des Portugais, des Algériens, des Yougoslaves, des Français venus des départements et territoires d'outre-mer. Les accents se mêlent au-dessus du bruit des machines. C'est cette main-d'œuvre immigrée, souvent affectée aux postes les plus durs de la chaîne, qui fabrique une part immense des Simca que la France croit si française. Sans ces hommes-là, il n'y a pas de deuxième constructeur national. Il faut le dire simplement parce que c'est la vérité de l'atelier. Cette population, l'entreprise ne se contente pas de l'employer, elle l'encadre. Et c'est ici qu'apparaît l'un des traits les plus singuliers de Poissy, le système Simca et son syndicat maison. Il s'appelle d'abord la Confédération française du travail, la CFT, avant de devenir la Confédération des syndicats libres, la CSL. C'est un syndicat lié à l'extrême droite, qui règne sur l'usine par un mélange de deux méthodes. D'un côté, le clientélisme, un comité d'établissement richement doté, des avantages, des logements, tout un réseau de faveurs distribuées à ceux qui restent dans le rang.
De l'autre, des pratiques nettement plus musclées, une surveillance qui commence dès avant l'embauche, un contrôle de l'ouvrier qui ne s'arrête pas au portail. Les grandes centrales, la CGT et la CFDT, se heurtent des années durant à un mur. Elles ont le plus grand mal à s'implanter dans cette forteresse. Les historiens Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld, qui ont consacré à ce site un ouvrage devenu la référence, Les 7 vies de Poissy, ont décrit par le menu cet ordre particulier, cette manière dont une usine pouvait organiser la vie de ses ouvriers jusque dans ses moindres replis. Car le paternalisme industriel, à Poissy, était un système total. On y entrait par l'école d'apprentissage. On y trouvait un logement, des loisirs, une place dans un ordre stable. En échange, on donnait sa force de travail et l'on donnait aussi bien souvent sa docilité. Pour beaucoup, l'arrangement valait la peine. Dans la France des 30 Glorieuses, avoir sa place à Poissy, c'était avoir une vie. Un salaire régulier, un toit, un avenir pour les enfants. La sirène qui rythmait les 3-8 rythmait aussi l'existence de toute une vallée. C'est ce monde-là, dense, encadré, vivant, qui va bientôt être secoué. Mais nous n'y sommes pas. Pour l'instant, Poissy tourne à plein régime et va donner naissance à la voiture qui restera comme son chef-d'œuvre. Chapitre 8. Le chef-d'œuvre et le rayonnement. En 1967, Simca présente une voiture qui n'est pas seulement un succès commercial. C'est un tournant technique, une des automobiles les plus modernes d'Europe. Elle s'appelle la Simca 1100. Tout en elle est en avance. Là où la 1000 avait son moteur à l'arrière, à la manière ancienne, la 1100 est la première traction avant de la marque. Son moteur, placé en position transversale, entraîne les roues avant, libérant l'habitacle. Elle est dotée d'un haillon, cette porte arrière relevable, qui transforme une berline en véhicule à tout faire, capable d'avaler les bagages des vacances, comme les courses de la semaine. Ces 4 roues sont indépendantes, suspendues par des barres de torsion. Lancée sous le nom de code de projet 928 au printemps 1964, inspirée de ce que faisait alors la BMC britannique et l'Auto Bianchi Primula italienne, elle synthétise le meilleur de l'époque dans une voiture familiale accessible. Et pourtant, cette voiture a failli ne jamais exister. Car l'actionnaire américain qui monte alors en puissance dans le capital de Simca y était d'abord opposé. Il a fallu la détermination de la direction de la maison, et notamment de l'homme placé à sa tête, Georges Héreil, pour imposer la 1100 contre les réticences venues d'outre-Atlantique. Sans cette bataille interne, gagnée de haute lutte, le chef-d'œuvre de Poissy serait resté un projet sur une planche à dessin. On retiendra ce nom, Héreil, car nous le retrouverons dans des circonstances bien moins glorieuses. La 1100 s'impose triomphalement. En 1973, elle est tout simplement la voiture la plus vendue en France, avec un pic de production de 296 984 exemplaires cette seule année-là. Au total, de 1967 à 1985, il s'en fabriquera plus de 2 188 000. Son moteur, le fameux moteur Poissy, se révélera si robuste et si bien né qu'il équipera encore, bien après la disparition de Simca, des Peugeot 205 et 309 jusqu'au début des années 90. La voiture disparaîtra, le cœur qui la faisait battre continuera de tourner pendant 20 ans. Ceux qui l'ont possédée s'en souviennent avec une précision de la chair. Le bruit si particulier de ce moteur, que l'on comparait à celui d'une machine à coudre ou à des castagnettes. L'odeur du velours des sièges mêlée à celle de l'essence. Le claquement sec des portières. Le haillon qu'on soulevait pour charger la voiture avant de partir vers le sud sur la nationale, un matin d'été. La 1100, c'est la France des vacances populaires, celle qui découvre la route et la liberté qu'elle offre. À son sommet, dans cette première moitié des années 70, l'usine de Poissy sort plus de 569 000 véhicules par an. C'est un rayonnement immense pour une marque partie d'une combine douanière. L'Hirondelle est partout sur les routes de France. Elle est devenue, sans que ses clients aient toujours conscience de sa véritable histoire, un des symboles de l'automobile populaire française, l'un des visages de cette prospérité des 30 Glorieuses, où le pays, enfin, roulait pour tous. Simca est au fait de sa gloire.
c'est précisément l'instant qu'il faut regarder de près. Parce que ce fait est empoisonné. Chapitre 9. L'apogée empoisonnée. Voici le nœud de toute l'histoire, et il tient dans une ironie que presque personne, à l'époque, ne perçoit clairement. Au moment précis où Simca atteint son sommet, deuxième constructeur français, la 1100 en tête des ventes du pays, près de 27 000 salariés à Poissy, l'hirondelle triomphante sur des millions de capots. L'entreprise ne s'appelle déjà plus Simca. Plus vraiment. Plus dans les actes qui comptent. Car depuis le 1er juillet 1970, la raison sociale de la maison est devenue Chrysler France. Le géant de Détroit, entré par la petite porte des 15,2% cédés jadis par Ford, a patiemment monté au capital jusqu'à en prendre le contrôle. Et il ne s'en cache plus. Sur les voitures qui sortent de Poissy, à côté de l'hirondelle, apparaît désormais un autre emblème. Le Pentastar, l'étoile à 5 branches de Chrysler. Froid, corporate, le symbole d'une multinationale américaine posée à côté du petit oiseau du printemps. Il faut se représenter ce que cela signifie. Les Français qui achètent une Simca 1100 en 1973, persuadés d'acheter français, achètent en réalité le produit d'une filiale de Chrysler. La marque qu'ils croient nationale est pilotée depuis Détroit, dans des bureaux où l'on n'a jamais entendu la sirène de Poissy, où l'on raisonne en part de marché mondial et en retour sur investissement. Le sommet commercial de Simca et sa perte définitive d'indépendance ne sont pas deux moments séparés de l'histoire. C'est le même moment. La voiture la plus vendue de France est fabriquée par une entreprise qui n'appartient plus à la France. L'homme qui préside à cette montée en puissance américaine, à Détroit, s'appelle Lynn Townsend. C'est lui qui dirige Chrysler, lui qui a voulu l'Europe, lui qui a fait de Simca l'une des pièces d'un empire automobile qu'il rêve mondial. Ce que Townsend ne voit pas encore, ce que personne ne voit encore en cette année de gloire, c'est que l'empire américain lui-même est fragile, que la maison mère de Détroit court à sa propre crise, et que le jour viendra où, ruinée, elle lâchera tout. C'était l'apogée, le point le plus haut avant la chute. Et debout sur ce sommet, au milieu du vacarme heureux des chaînes qui tournaient à plein, aucun de ces 27 000 hommes et femmes ne pouvait voir le monde qui déjà commençait à se refaire autour d'eux, ni deviner que le nom même qui les rassemblait était en train de leur être doucement retiré. Chapitre 10. Le sacre de Détroit. Le premier coup ne vient pas d'une usine qui ferme. Il vient d'une salle de conseil, à Zurich, où l'on échange des titres de propriété. Le 18 janvier 1963, Chrysler rachète au Crédit Suisse un bloc de 38% du capital de Simca. D'un trait de plume, la participation de l'Américain grimpe à 63%. Le contrôle a changé de main. Détroit, entré des années plus tôt par la petite porte des 15,2% cédés par Ford, est désormais chez lui, à Poissy, majoritaire, décisionnaire, maître de la maison. À Paris, le ministère des Finances s'inquiète et le fait savoir. On voit d'un mauvais œil ce deuxième constructeur national qui bascule sous pavillon étranger. Le président de Chrysler, Lynn Townsend, multiplie les assurances. Simca restera française, promet-il. Rien ne changera de ce qui fait l'âme de la marque. Les mots sont rassurants. Ils ne pèsent rien face au registre des actionnaires. Et pour l'homme qui a tout bâti, l'addition tombe, brutale. Enrico Teodoro Pigozzi, ce Turinois qui avait fait de rien le deuxième constructeur de France, n'a jamais possédé sa propre maison. Il n'en était que le gérant. Le nouveau propriétaire n'a plus besoin de lui. Pire, il le trouve encombrant, trop lié à Fiat, trop attaché à l'ancien monde. Le 31 mai 1963, Pigozzi est contraint de démissionner. On écarte le fondateur de l'entreprise qu'il a inventée, comme on remercie un cadre devenu gênant. Il ne s'en remettra pas. Le 18 novembre 1964, 18 mois à peine après son éviction, Enrico Teodoro Pigozzi meurt d'une crise cardiaque à Neuilly-sur-Seine. On dira qu'il est mort brisé, que l'homme et l'œuvre ne faisaient qu'un, et que lui arracher l'œuvre revenait à lui arracher la vie.
M. Simca s'éteint au moment même où Simca cesse de lui appartenir. La marque, elle, continue de rouler. Mais l'âme qu'il avait portée depuis 30 ans vient de la quitter. Pour le remplacer, Chrysler choisit un homme d'une tout autre trempe, Georges Éreille. Ce n'est pas un homme de l'automobile, c'est un patron de l'aéronautique, l'ancien dirigeant de Sud Aviation, le père de la Caravelle, ce joyau de l'aviation civile française. Il a quitté Sud Aviation en 1963 en désapprouvant le projet Concorde. Détroit voit en lui l'homme de la situation, un grand gestionnaire, un vrai patron d'industrie, sans les attaches italiennes de son prédécesseur. Éreille stabilise la maison, il tient la barre, et c'est à lui, on l'a vu, que Simca devra d'avoir imposé la 1100 contre les réticences américaines. En 1970, il devient président de Chrysler France, au moment où la raison sociale efface enfin le vieux nom. Car c'est là que le tournant se referme. Fiat, l'actionnaire des origines, conserve encore une part résiduelle, 19%, jusqu'en 1971, puis se retire pour de bon. L'italien est parti, l'américain est maître. Le fondateur est mort, et la marque triomphante des routes de France est devenue, dans le silence des transactions, la filiale d'un groupe de Détroit dont nul, à Poissy, ne mesure encore la fragilité. Chapitre 11. Le mal-aimé et le trésor gâché. On raconte souvent que les Américains, une fois maîtres de Simca, n'ont produit que des ratages, des berlines lourdes et sans âme, incapables de comprendre le goût français. C'est à moitié vrai. Et cette moitié de vérité cache une réalité plus dure, qui est la véritable cause de la chute. Commençons par le ratage, puisqu'il existe. En 1970, Chrysler lance une grande berline conçue à Poissy pour 3 marchés à la fois: la France, le Royaume-Uni, l'Espagne. Elle s'appelle la 160, la 180, puis la 2 litres. Rien que ces noms disent le malaise. Plus d'hirondelles, plus de poésie, des chiffres froids en guise de baptême, comme sur un relevé bancaire. Le style est pseudo-américain, sans l'aura ni la légitimité de l'Amérique. La voiture ne trouve pas son public. C'est un échec commercial cinglant, au point que sa production sera reléguée dès 1976 vers l'usine de Villaverde, à Madrid. La 160 restera comme le symbole d'une direction lointaine, incapable de saisir les mentalités européennes. Mais s'arrêter là, ce serait mentir par omission. Car dans le même temps, à Poissy, sous cette même direction américaine tant décriée, l'entreprise produit 2 réussites éclatantes. La première s'appelle la Simca 1307, déclinée en 1308. En 1976, elle est élue voiture de l'année. Non pas de justesse, mais avec une avance écrasante. 192 points, devant la BMW 316-320 et ses 136 points, devant la Renault 30 TS et ses 102 points, devant la Peugeot 604 et ses 70 points. Un jury de 49 journalistes venus de 15 pays a tranché. La cadence monte jusqu'à 2000 voitures par jour. 500 000 exemplaires en 2 ans. Et 3 ans plus tard, en 1979, la Talbot Horizon décroche à son tour le titre de voiture de l'année. 2 fois en 4 ans, cette entreprise que l'on dit condamnée à la médiocrité place une de ses voitures au sommet du palmarès européen. Alors si les voitures étaient bonnes, et elles l'étaient, où était le mal ? Il était ailleurs. Il était dans l'argent. Le vrai reproche à faire à Chrysler n'est pas d'avoir américanisé le style, c'est d'avoir chroniquement sous-investi. Entre la 1100 de 1967 et les modèles du milieu des années 70, l'entreprise a végété, faute de moyens neufs, faute d'une maison mère prête à miser sur sa filiale française. On demandait à Poissy de produire des chefs-d'œuvre sans lui donner les crédits pour préparer l'avenir. La gamme vieillissait, les outils vieillissaient, et pendant ce temps, à Détroit, la maison mère elle-même vacillait. Le premier choc pétrolier, à l'automne 1973, frappe de plein fouet les grosses berlines et bouleverse tout le marché. Chrysler Corporation, aux États-Unis, glisse vers une quasi-faillite qui va bientôt faire trembler l'Amérique entière. Le problème de Simca n'était pas d'avoir des Américains incompétents à sa tête.
c'était d'avoir, à sa tête, des Américains ruinés. Et un actionnaire ruiné ne cherche plus à investir. Il cherche à vendre. Chapitre 12. $1 et une montagne de dettes. L'annonce tombe le 10 août 1978 et elle stupéfie l'Europe automobile. Chrysler se retire du continent. Le géant de Détroit, à bout de souffle, cède l'ensemble de ses filiales européennes, dont Simca, à un constructeur français, Peugeot. Le groupe PSA, qui vient déjà d'absorber Citroën au bord de la faillite en 1974, s'apprête à avaler Chrysler Europe. L'opération devient effective le 1er janvier 1979. Côté français, l'homme qui pilote l'affaire s'appelle Jean-Paul Parère, épaulé par la famille Peugeot. Leur calcul est en parti politique. La gauche progresse, on redoute une victoire électorale et d'éventuelles nationalisations, et l'on préfère grossir vite pour peser plus lourd. Côté américain, c'est John Ricardo qui négocie la sortie de Chrysler. Et le prix de cette transaction est entré dans la légende sous la forme d'un chiffre saisissant, $1 symbolique. La réalité est plus complexe, et il faut la dire des deux côtés. Le dollar symbolique concerne la valeur des actifs eux-mêmes, des usines si fragilisées qu'on les cède pour rien. Mais l'opération réelle est tout autre chose. Selon les sources techniques, l'achat s'est conclu contre le versement de $230 millions et la cession d'une part du capital de PSA, quelque part entre 14 et 16% selon les décomptes, au bénéfice de Chrysler États-Unis, ce dernier s'engageant en retour à distribuer les futurs Peugeot 505 sur le sol nord-américain. Surtout, PSA assume la dette, une dette colossale. Le dollar symbolique, c'est la vitrine. La montagne de dette, c'est l'arrière-boutique. La promesse, elle, est grandiose. En absorbant Chrysler Europe, PSA devient d'un coup le premier constructeur européen et le 4e mondial. Une trentaine d'usines, 2,5 millions de voitures par an. Sur le papier, c'est un empire. Dans la réalité, c'est un champ de ruines. Les usines françaises sont sous-investies, les usines anglaises sont, selon le mot d'observateur de l'époque, industriellement sinistrées. Et le climat social est catastrophique. Beaucoup, dès l'annonce, jugeront l'opération suicidaire. Ils n'auront pas tort. PSA va plonger dans le rouge. Mais avant même les pertes, il y a une autre décision, presque incroyable, qui va achever d'égarer les clients. Chrysler, en partant, n'autorise l'usage de son nom que jusqu'au 30 juin 1979. Il faut donc, en urgence, rebaptiser toute la gamme. Le nom Simca, lui, est jugé trop marqué par l'épisode américain, trop associé au Pentastar. Alors PSA va chercher dans le tiroir ce nom endormi depuis 20 ans, ce nom acquis par Pigozzi en 1958 avec Talbot Lago. Talbot. Le 10 juillet 1979, la marque ressuscite. L'idée est d'avoir 3 marques bien distinctes. Peugeot, pour le sérieux et la tradition, Citroën, pour l'avant-garde technique, Talbot, pour le luxe et le sport. Sur le papier, encore une fois, c'est cohérent. Sur le terrain, c'est un désastre. Car en l'espace de 5 ans, le client français a vu défiler sur le même capot 4 identités successives. Simca, puis Chrysler Simca, puis Talbot Simca, puis Talbot tout court. Il ne sait plus ce qu'il achète. La marque qu'il connaissait depuis l'enfance a disparu, remplacée par un nom qui, pour la plupart, n'évoque plus rien. Le réseau se perd, la confiance s'effrite, les ventes commencent à glisser. Et pour couronner le tout, arrive la Tagora. C'est la grande berline de haut de gamme, développée sous Chrysler sous le code C9, censée porter haut les couleurs de la marque ressuscitée. Elle est écrasée avant même de naître. Écrasée, ironie suprême, par la Peugeot 604, une voiture du même groupe qui occupe déjà le créneau. Il ne se vendra qu'environ 20 000 Tagora. Une berline conçue pour incarner un renouveau, réduite à un fiasco confidentiel par la logique même du groupe qui l'avait hérité. On demandait à Talbot d'exister. On lui avait déjà retiré la place où existait. Chapitre 13. La guerre de Poissy. Les chiffres, d'abord, parce qu'ils disent la vitesse de la chute. En 1979, les usines Talbot de France produisent 409 300 voitures. L'année suivante, 327 300. L'année d'après, 228 400. La production a presque fondu de moitié en 3 ans. Et pour le groupe PSA tout entier, les pertes s'empilent. 1 504 millions de francs en 1980, 2 148 millions en 1982,
Environ 8 milliards et demi de francs cumulés sur 5 ans. Il faut réduire, il faut tailler. Et tailler, à Poissy, cela veut dire des hommes. Le 12 juillet 1983, la direction annonce le plan. 4140 départs, un quart des emplois du site, 1235 pré-retraites et 2905 licenciements secs. C'est l'étincelle. Mais l'incendie couvait depuis le printemps 1982. Cette année-là, une révolte inattendue a éclaté dans les usines du groupe, les grèves de la dignité. Ce sont les ouvriers immigrés, les OS, ceux qu'on avait recrutés dans les campagnes marocaines pour les postes les plus durs, qui se dressent. Ceux-là même que le syndicat Maison tenait depuis des années. Et le syndicat Maison s'effondre. La CSL, qui régnait sans partage, voit son emprise se briser. Dans les usines Citroën d'Île-de-France, elle passe de 82% des voix à 33%. La CGT, qu'on avait tenue dehors pendant 20 ans, bondit de 9 à 57%. À Poissy, elle enregistre près de 4000 adhésions en un seul mois. L'ordre ancien, celui du contrôle et du clientélisme, se disloque d'un coup. Alors quand tombe le plan de juillet 1983, l'usine s'embrase. Le 7 décembre 1983, les ouvriers occupent l'usine. Grève totale, CGT et CFDT ensemble. Les chaînes s'arrêtent, Poissy est bloqué. L'affaire remonte jusqu'au sommet de l'État. Le gouvernement est celui de Pierre Mauroy. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, suit le conflit heure par heure. L'Élysée est en contact permanent. On est en pleine année du tournant de la rigueur, ce moment où la gauche au pouvoir, celle-là même que beaucoup de ses ouvriers avaient élue en espérant la protection, se résout à l'austérité. Ceux qui avaient voté pour être sauvés reçoivent un plan social. Le 31 décembre 1983, à minuit, les forces de l'ordre évacuent la centaine d'occupants. Le 2 janvier 1984, l'usine est officiellement fermée et 5000 personnes sont convoquées pour préparer la reprise. Puis vient le 5 janvier. Ce matin-là, Talbot-Poissy redevient le théâtre d'affrontements d'une violence rare. Des membres de la CSL, le syndicat Maison déchu, épaulés par des militants d'extrême droite du Parti des Forces nationales, entreprennent de libérer l'usine par la force. Les heurts font 55 blessés, dont 4 dans un état grave. Des slogans racistes ignobles résonnent dans les ateliers où, la veille encore, ces mêmes hommes travaillaient côte à côte. Le ministre de l'Intérieur dénoncera le rôle joué par des groupes qu'il qualifiera d'intégristes. La grève se termine là, dans le sang et la honte. Nora Tréhel, la responsable de la CGT à Talbot-Poissy, celle qui avait porté la révolte, se retrouve à la fin dans une position impossible. Lorsqu'elle vient expliquer aux ouvriers les termes de l'accord, elle est huée par ceux-là même qu'elle avait défendus. C'est souvent ainsi que finissent les grandes défaites ouvrières, non pas dans un affrontement héroïque, mais dans l'amertume, la division et le sentiment d'avoir été abandonné de tous. Quand le calme revient, l'usine tourne de nouveau. Mais elle a changé de nature. Elle a perdu un quart de ses hommes. Elle a perdu sa paix. Et la marque qu'elle fabrique n'a plus, désormais, que quelques années à vivre. Chapitre 14. Ce qui reste. La fin d'une marque ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de dernière coulée spectaculaire, pas de haut fourneau qu'on éteint sous les caméras. Il y a seulement une décision, prise dans un bureau, de ne plus mettre un nom sur un capot. En 1986, les voitures particulières Talbot s'éteignent. La toute dernière s'appelle la Samba, une petite voiture dérivée de la Peugeot 104, produite à près de 288 000 exemplaires, dont un joli cabriolet signé Pininfarina. C'est par elle que s'achève une lignée commencée un demi-siècle plus tôt avec les Simca Fiat de Nanterre. Le nom Talbot survivra encore quelques années sur un fourgon utilitaire, l'Express, un Peugeot rebadgé, vendu au Royaume-Uni jusqu'au début des années 90. Puis plus rien. Le tiroir se referme. L'hirondelle a cessé de voler. Voilà comment on efface le deuxième constructeur automobile d'un pays. Pas d'un seul coup. Pas par une seule erreur. Par une longue suite de transmissions, de rebaptêmes, de décisions raisonnables prises loin de l'atelier, jusqu'à ce que le nom lui-même devienne encombrant et qu'on le range. Et pourtant, c'est ici que cette histoire cesse de ressembler aux autres. L'usine, elle, n'est pas morte. Poissy a survécu à tout. Elle a survécu à Ford,
Elle a survécu à Simca, elle a survécu à Talbot. Peugeot y a fabriqué les 104, les 205, les 309, puis les 206, les 207. Aujourd'hui encore, en 2026, des voitures en sortent. La DS3, l'Opel Mokka. Depuis le 16 janvier 2021, le site appartient à Stellantis, le groupe né de la fusion de PSA et de Fiat Chrysler. De sorte que, par un détour de l'histoire, l'usine de la vallée de la Seine se retrouve à nouveau sous le même toit que Fiat, ce constructeur turinois par lequel tout avait commencé. Le 16 avril 2026, Stellantis a annoncé l'arrêt de l'assemblage de voitures à Poissy après 2028. Non pas la fermeture du site, sa reconversion. Emboutissage, ferrage, peinture de portières, pièces de rechange, une ligne de déconstruction. L'effectif, qui frôlait les 27 000 au sommet, est tombé à moins de 2 000. La grande halle qui rugissait ne murmure plus. Mais elle vit encore. C'est cela, la vérité de Poissy. On y a effacé 3 marques et une indépendance. On n'y a jamais effacé le travail. Ce qui a disparu, ce ne sont pas des murs, ce sont des noms. Et avec les noms, une certaine idée d'un pays qui posséderait ses propres usines. Il reste des traces, pour qui veut les chercher. À Poissy, une rue porte le nom d'Henri Théodore Pigozzi. Le prénom francisé, celui du Turinois qui avait dû gommer son italianité pour être accepté, gravé aujourd'hui sur une plaque française. Il reste un musée, né d'une association d'anciens, la CAAPI, fondée en 1984, l'année même de la guerre de Poissy, comme si, à l'instant où le drame se jouait, quelques hommes avaient déjà compris qu'il faudrait préserver la mémoire. La collection, plus d'une centaine de véhicules, est aujourd'hui abritée à l'intérieur même de l'usine de Poissy. Des Ford, des Simca, des Talbot, des Matra, des Peugeot, rangés sous le toit qui les a vus naître. Il reste un club de passionnés, le Club Simca France. Quelques centaines de propriétaires qui entretiennent, chaque week-end, ces hirondelles increvables. Et il reste, chez ceux qui ont aujourd'hui les cheveux gris, le souvenir intact d'un bruit. Ce bruit de machine à coudre, ce claquement de castagnettes du moteur Poissy, qu'on entendait sur les nationales un matin d'août, les vitres baissées, le velours des sièges chauffés par le soleil, la voiture chargée pour les vacances. Ils ne savaient pas, ces enfants sur la banquette arrière, que la voiture était italienne de naissance, américaine de maître, française seulement de cœur. Ils savaient seulement qu'elle les emmenait, que c'était la leur, que c'était, pour un été encore, la liberté. L'hirondelle ne s'est jamais appartenue, mais pendant 30 ans, elle a appartenu à ceux qui l'ont conduite. Et cela, aucun conseil d'administration, à Turin, à Détroit ou à Paris, n'a jamais pu le leur reprendre.